Salut tout le monde, je viens de faire un petit tour à la bibliothèque pour aller chercher un livre que j'ai vu qu'il y avait des très bons commentaires, donc ça m'a intrigué. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, tome 1. Je vais vous faire la lecture du prologue du chapitre 1 et du chapitre 2. J'espère que vous allez apprécier. Je ne l'ai pas terminé, mais je l'aime déjà. Il y a plus de 500 pages, mais je crois que je vais le dévorer. Ça, c'est sûr. Donc, allons-y. Et juste avant de commencer, si vous avez des nouvelles sur mon mur affreux, vous avoir des nouvelles à propos de ce mur-là sur ma présentation de l'écume des jours de Boris Vian. Donc, on va voir quelque chose en lien avec ce mur-là. Donc, je vais commencer avec la lecture. Donc, Gardien des cités perdues, tome 1, prologue. Flou, morcelé, les souvenirs flottaient dans la tête de Sophie, sans qu'elle puisse en reconstituer le puzzle. En s'ouvrant, ses yeux ne rencontrèrent qu'une obscurité totale. Quelque chose de rêche lui enserrait les poignets et les chevilles. Impossible de bouger. Elle fut saisie d'un froid glacial quand l'horrible évidence s'imposa à elle. Elle était prisonnière. Un bâillon étouffa son appel à l'aide et, lorsqu'elle inspira, le parfum doucereux de sédatif lui picota les narines. La tête lui tournait. Allait-il la tuer? Le cygne noir était-il réellement prêt à détruire sa propre création? Mais alors, quel était le but du projet Colibri? Quelle était la raison d'être du grand brasier? La drogue l'entraînait dans un sommeil sans rêve, mais elle lutta, se raccrocha au seul souvenir susceptible de dissiper un tant soit peu ce brouillard noir comme de l'encre. Deux yeux magnifiques, couleur aigue marine. Ceux de Fitz, son premier ami dans cette nouvelle vie, son premier ami tout court. Si elle ne l'avait pas remarqué, ce jour-là, au musée, alors qui sait, peut-être rien de tout ce qui avait suivi ne serait-il arrivé. Non, elle le savait. Même ce jour-là, il était déjà trop tard. Les feux blancs s'étaient embrasés et progressaient vers sa ville en emplissant le ciel de leur fumée poisseuse et sucrée. L'étincelle avant l'incendie. Chapitre 1. Mademoiselle Foster! À la place de la musique assourdissante résonna soudain la voix nasillarde de M. Sweeney, qui venait d'arracher d'un coup sec les écouteurs de Sophie. Vous vous croyez trop intelligente pour écouter ce que je vous raconte? Elle entrouvrit les paupières, réprimant une grimace. La lumière aveuglante des néons qui se réverbéraient sur les murs bleus vifs du musée accentuait la terrible migraine qu'elle dissimulait. Non, monsieur Sweeney, marmonna-t-elle, les yeux baissés, sous les regards soudains furieux de ses camarades. Elle secoua la tête pour se cacher derrière ses cheveux blonds mi-longs, jusque-là coincés derrière ses oreilles. Elle aurait voulu disparaître. Exactement le genre d'attention qu'elle s'efforçait à tout prix d'éviter. La raison pour laquelle elle portait des couleurs ternes et restait toujours à la traîne ou au fond de la classe, dissimulée par les autres élèves, qui la dépassaient d'au moins d'une tête. Quel autre moyen avait-on de survivre quand, à 12 ans seulement, on se retrouvait en terminale? Dans ce cas, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous écoutiez votre iPod au lieu de suivre mes explications. M. Sweeney brandit bien haut les écouteurs, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction, ce qu'ils étaient sans doute à ses yeux, d'ailleurs. Il avait amené la classe de Sophie au musée d'histoire naturelle de Balboa Park, persuadé que le voyage ravirait les lycéens. Pourtant, à défaut de voir les répliques des dinosaures géants prendre vie pour dévorer les visiteurs, la plupart s'ennuyaient ferme. Mais lui ne semblait pas l'avoir remarqué. Sophie s'arracha un cil au coin de l'œil, un tic nerveux, et fixa ses pieds. Comment faire comprendre à M. Sweeney qu'elle avait besoin de musique pour noyer un bruit obsédant que lui n'entendait même pas? Les bavardages des dizaines de touristes présents se répercutaient sur les murs constellés de fossiles et plongeaient la vaste salle dans un vacarme perpétuel. Mais le vrai problème, c'étaient les voix intérieures. Le cerveau de Sophie captait des bribes de pensées éparpillées, déconnectées les unes des autres, un peu comme dans une pièce remplie de télévision qui beuglerait toutes en même temps des programmes différents. Lorsqu'il tranchait dans le vif de sa conscience, chacun de ces fragments éveillait une douleur aiguë. Un monstre, voilà ce qu'elle était. Elle gardait ce secret, portait ce fardeau, pour être honnête, depuis le jour où, à l'âge de 5 ans, elle avait fait une mauvaise chute et s'était cogné la tête. C'est ce jour-là qu'elle avait commencé à entendre ce que tout le monde pensait autour d'elle.
Elle avait tout essayé pour étouffer ce phénomène, pour l'ignorer, mais rien ne faisait, et impossible d'en parler à qui que ce soit. Personne n'aurait compris. Et si vous donniez votre propre conférence, puisque vous trouvez trop bien pour la mienne, insista le professeur, le doigt pointé vers l'énorme dinosaure orange orné d'un bec qui trônait au centre de la pièce. Expliquez donc à vos condisciples ce qui différencie le Lambéosaurus des autres espèces étudiées. Sophie réprima un soupir. Une image de la notice collée à la vitrine s'afficha dans son esprit. Elle y avait jeté un simple coup d'œil en entrant dans le musée, et sa mémoire photographique avait fait le reste. Au fur et à mesure qu'elle récitait le descriptif du fossile, le visage de M. Sweeney se décomposait de plus en plus, et elle entendait les pensées de ses camarades se teinter d'amertume. Ils n'étaient pas de grands fans du petit prodige de la classe, qu'ils surnommaient tous l'anomalie. Aussitôt la tirade terminée, M. Sweeney se dirigea sans attendre vers la salle suivante, et on l'entendit grommeler dans sa barbe « Espèce de bête de foire !» Sophie ne suivit pas le mouvement. Les parois assez fines qui séparaient les deux pièces ne suffisaient pas à étouffer complètement les pensées des lycéens, mais elle les atténuait tout de même. Elle profita de ce répit momentané. « Bien joué le monstre !» ricana Garwinshine, dont le t-shirt clamait. « Planquez-vous, j'ai des gaz. »« Tu es bonne pour un autre article dans le journal. » Petit prodige barre toute sa classe avec le Machinosaurus. Et prit bien soin de la bousculer avant d'aller rejoindre leurs camarades. Garwin n'avait toujours pas digéré de voir l'université de Yale offrir une bourse d'études à Sophie, alors que lui-même s'était vu refuser une scolarité là-bas à peine quelques semaines auparavant. Pas que l'adolescente soit autorisée à rejoindre la prestigieuse institution, de toute façon. À en croire ses parents, c'était trop de pression, trop d'attention, elle était trop jeune. Fin de la discussion. L'année suivante, elle irait donc à l'université de San Diego, bien plus petite et bien plus proche, fait surprenant qu'un reporter avait trouvé assez remarquable pour lui consacrer la une du journal local. Petit prodige snob Yale au profit de la fac régionale. Photo de Sophie à l'appui. En découvrant l'article, ses parents avaient littéralement paniqué. Non, le terme n'était pas assez fort. Plus la moitié des règles de vie qu'ils imposaient à leur fille lui évitaient avant tout de trop attirer l'attention. Faire les gros titres, c'était le pire de leur cauchemar. Ils étaient allés jusqu'à appeler le quotidien pour se plaindre. Ils étaient tombés sur un rédacteur en chef tout aussi mécontent qu'eux, d'ailleurs. L'article sur Sophie avait été substitué par erreur à un autre, consacré aux pyromanes qui terrorisaient la ville, une bévue dont ils essayaient encore de déterminer l'origine. Depuis quelques semaines, d'étranges brasiers incandescents étaient allumés par une main inconnue partout dans les environs. Ils dégageaient une épaisse fumée à l'odeur de sucre brûlé. C'était le mystère du moment, il passait donc avant tout le reste. Et surtout avant l'histoire d'une gamine sans importance que la plupart des lecteurs étaient trop heureux d'ignorer. Enfin, jusqu'à présent. À l'autre bout de la salle, Sophie remarqua justement le journal de la veille, orné de son embarrassante photo en noir et blanc. Il reposait entre les mains de garçon de haute taille aux cheveux bruns, apparemment plongé dans sa lecture. Soudain, l'inconnu leva la tête et la regarda droit dans les yeux. Elle n'avait encore jamais vu des iris de cette couleur, d'un bleu-vert pareil à celui des morceaux de verre poli qu'elle ramassait sur la plage, si clair qu'ils miroitaient. Elle surprit une étrange expression sur son visage lorsque leurs regards se croisèrent. De la déception? Sans lui laisser le temps de se poser d'autres questions, il s'écarta de la vitrine à laquelle il était adossé et parcourut à grands pas la distance qui les séparait. Une fois planté devant elle, il lui adressa un sourire qui n'aurait pas déparé sur une star de cinéma, et Sophie sentit son cœur s'emballer légèrement. Il désigna la photo en première page du journal. « C'est bien toi, non ?» demanda-t-il. Sophie acquiesça, incapable d'ouvrir la bouche. Il devait avoir 15 ans, et c'était de loin le garçon le plus mignon qu'elle ait jamais vu. Que lui voulait-il? « Je me disais aussi, marmonna-t-il. Il examina son portrait, les paupières plissées, puis se retourna de nouveau vers elle. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais les yeux marrons. Eh bien, si, dit-elle, prise au dépourvu. Pourquoi? Il haussa les épaules. Pour rien. Quelque chose clochait dans cette conversation qui la laissa déroutée et perplexe.
Elle ne parvenait pas à identifier l'accent de l'inconnu. Britannique, peut-être, enfin pas tout à fait. Elle n'en avait jamais entendu de pareil, ce qui la perturbait étrangement. « On est dans la même classe ?» demanda-t-elle, et s'en mordit aussitôt la langue. À croire qu'elle avait le cerveau ramolli. Comment aurait-il pu faire partie du groupe? Elle ne l'avait jamais vu. Parler aux garçons, surtout mignons, n'était décidément pas son fort. Il lui répondit par la négative, un nouveau sourire sur ses lèvres parfaites, avant de désigner l'immense silhouette verdâtre qui les dominait. Un Albertosaurus dans toute sa splendeur de lézard géant. « Dis-moi, tu crois vraiment qu'il ressemblait à ça? C'est un peu absurde, tu ne penses pas? »« Non, pourquoi? » Elle se demandait ce qui le choquait. On aurait dit un petit tyrannosaure, gueule immense, dents acérées, bras ridiculement courts. Tout lui semblait en ordre. « Quelle tête crois-tu qu'ils avaient? » insista-t-elle. Il s'esclaffa, comme amusé par un secret connu de lui seul. « Peu importe. Ta classe est en train de s'éloigner. Un de ces jours, Sophie. » Il s'apprêtait à prendre congé, quand deux groupes d'enfants de maternelle déferlèrent autour d'eux pour venir admirer l'exposition. Une marée de cris stridents frappa Sophie de plein fouet, au point qu'elle dut reculer d'un pas. Mais leurs voix intérieures étaient autrement plus insupportables. Les pensées des gamins la transpercèrent comme autant d'aiguilles si aiguisées que son cerveau lui sembla soudain lardé de coups de couteau. Elle ferma les yeux et porta les mains à ses tempes pour les masser, afin de soulager la douleur lancinante. Et se rappela tout à coup qu'elle n'était pas seule. Elle balaya la pièce des yeux pour s'assurer que personne n'avait remarqué son étrange réaction et croisa le regard de son interlocuteur. Les doigts appuyés sur son front, il affichait la même grimace de souffrance qu'elle-même avait sans doute sur le visage un instant plus tôt. Il la fixait intensément. « Une minute. Tu les entends? » lui demanda-t-il tout bas. Elle se sentit pâlir. « Non, impossible. » Il parlait des hurlements des enfants, sans aucun doute. Quel raffut! Cris, couinements et gloussements, sans compter près de 60 voix qui piaillaient. Et le concert de leurs pensées, bien sûr. Leurs pensées. Elle sursauta et fit un nouveau pas en arrière. Son cerveau venait de résoudre le mystère. Elle percevait les réflexions intimes de chaque visiteur présent dans la pièce, à l'exception de celle du nouveau venu, dont la voix ne devenait audible que lorsqu'il ouvrait la bouche. Son esprit, lui, demeurait parfaitement silencieux. Elle n'avait encore jamais été confrontée à un tel phénomène. « Qui es-tu? » murmura-t-elle. La phrase lui avait échappé. Le garçon ouvrit aussitôt de grands yeux. « J'en étais sûr !» s'exclama-t-il avant de se rapprocher pour chuchoter à son oreille. « Tu es télépathe? » Elle tressaillit. Le mot lui fit dresser les cheveux sur la tête, et sa réaction la trahit. « Je le savais! Incroyable! » dit-il tout bas. Sophie battit en retraite vers la sortie. Pas question de révéler son secret à un parfait inconnu. Il s'approcha d'elle, les mains tendues comme pour amadouer un animal sauvage. « Non, attends, ne crains rien, je suis comme toi. » Elle en resta bouche bée. Il fit un autre pas dans sa direction. « Je m'appelle Fitz. »« Fitz? D'où sortait ce nom étrange? » Elle étudia son visage, à l'affût du moindre indice que toutes ces conversations n'étaient qu'une vaste blague. « Je ne plaisante pas, dit-il comme s'il lisait dans ses pensées. D'ailleurs, peut-être était-ce le cas. Elle chancela. Elle venait de passer 7 longues années à espérer trouver quelqu'un comme elle, quelqu'un doué des mêmes capacités. Maintenant que l'oiseau rare se tenait devant elle, Sophie avait l'impression que le monde venait de basculer. Fitz la rattrapa par le bras pour l'empêcher de tomber. « Tout va bien, je suis là pour t'aider. On te cherche depuis 12 ans. » 12 ans? Et qui ça, on? Plus important encore, que lui voulait ce curieux garçon? Les murs commençaient à se refermer sur elle et la pièce à tourner sur elle-même. De l'air. Il lui fallait de l'air. Elle se dégagea pour se précipiter en titubant vers la sortie. Ses jambes flageolantes peinaient à trouver leur rythme. Elle se retrouva devant l'escalier à l'entrée du musée, qu'elle dévala en expirant à grande goulée. Elle ignora la fumée des foyers d'incendie qui flottaient jusqu'en ville et les cendres blanches qui lui voletaient dans la figure. Elle voulait fuir le plus loin possible de l'intrus. « Reviens !» cria Fitz derrière elle. Une fois la cour traversée, elle se hâta de longer une large fontaine entourée de gazon et déboula sur le trottoir. Personne ne se mit en travers de son chemin.
Peu osait braver les brumes épaisses qui s'insinuaient partout dans les rues. Mais elle entendait toujours les pas précipités de Fitz derrière elle. Il la rattrapait. « Attends, lança-t-il, tu n'as rien à craindre. » Sourde à ses explications, elle mit toute son énergie à accélérer encore. Elle résista à l'envie de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour évaluer la distance qui les séparait. Elle se trouvait déjà au milieu de la rue lorsqu'un crissement de pneus fit bondir son cœur dans sa poitrine. Elle n'avait pas regardé des deux côtés avant de traverser. Sophie tourna la tête et croisa le regard d'un conducteur terrifié qui freinait de toutes ses forces pour éviter de la renverser. Elle était sur le point de mourir. Chapitre 2. La seconde suivante défila à toute vitesse. La voiture vira à droite, manquant Sophie d'un cheveu, avant de monter sur le trottoir et de percuter un réverbère. La lourde lanterne d'acier plongea en direction de la jeune fille. « Non » eut-elle le temps de penser, puis son instinct prit le dessus en un éclair. Elle tendit la main et alla puiser tout au fond d'elle-même une puissance qu'elle projeta instantanément au bout des doigts. Comme un prolongement de son bras, elle sentit l'énergie entrer en collision avec le métal. Plus rien ne bougeait. Elle finit par lever les yeux et tressaillit. Le lampadaire flottait au-dessus d'elle, maintenu en lévitation par la force de son esprit. Il lui semblait presque léger, alors qu'il pesait sans doute terriblement lourd. « Pose-le par terre » lui lança une voix dont l'accent désormais familier l'attira de sa transe. Elle poussa un petit cri de surprise et, sans réfléchir, laissa retomber son bras. La lueur bleue du réverbère s'abattit en un éclair sur les deux adolescents. « Attention » hurla Fitz, qui l'écarta une seconde à peine avant que la lanterne ne s'écrase au sol. Renversés par la force de l'impact, ils tombèrent lourdement sur le trottoir. Le corps du jeune homme amortit la chute de Sophie. Elle avait atterri sous sa poitrine. Quelques secondes, le temps lui sembla suspendu. Elle le regarda dans les yeux écarquillés autant qu'il était physiquement possible, en essayant de mettre un peu d'ordre dans le flot de pensées et de questions qui l'assaillaient. « Comment as-tu fait » murmura-t-il. « Aucune idée. » Elle se redressa. Les dernières secondes repassaient en boucle dans sa tête. Elle n'y comprenait rien. « Il ne faut pas rester là » l'avertit Fitz. Il désigna le conducteur, puis les dévisageait comme s'il venait d'assister à un miracle. « Il a tout vu » haleta Sophie, paniquée, la poitrine soudain serrée dans un étau. Fitz se remit sur pied et l'aida à se relever. « Allez, viens, on file » Trop bouleversée pour échafauder elle-même un plan, elle ne résista pas quand il l'entraîna derrière lui dans la rue. « Par où » demanda-t-il à la première intersection. Elle n'avait aucune envie de se retrouver seule avec lui, aussi indiqua-t-elle le nord, la direction du zoo de San Diego, qui ne manquerait pas d'être noir de monde malgré les incendies allumés en bordure de la ville. Personne ne les poursuivait. Ils s'enfuirent pourtant à toutes jambes. Pour la première fois de sa vie, Sophie regretta de ne pouvoir entendre les pensées de son compagnon. Impossible de connaître ses intentions, et voilà qui changeait tout. Dans sa tête, elle échafauda toutes sortes de scénarios terrifiants qui voyaient pour la plupart des agents du gouvernement la jeter dans une camionnette noire pour faire d'elle un cobaye. Tous ses sens en alerte, elle se tenait prête à bondir au moindre signe suspect. Une fois dans l'immense parking du zoo, entourée de visiteurs qui s'affairaient autour de leur voiture, Sophie se détendit un peu. En présence d'autant de témoins, que pouvait-il vraiment lui arriver? Elle ralentit le pas. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? » demanda-t-elle quand elle eut retrouvé un peu son souffle. « Je suis venu t'aider, je te le promets. » Sa voix semblait sincère. Les soupçons de Sophie n'en furent pas dissipés pour autant. « Tu es à ma recherche, pas vrai? Pourquoi? » Elle craignait d'entendre sa réponse et, nerveuse, s'arracha un nouveau cil. Il ouvrit la bouche, hésita. « Je ne suis pas sûr de pouvoir te le dire. »« Comment pourrais-je te faire confiance si tu ne réponds pas à mes questions? » Il réfléchit un moment au dilemme auquel il était confronté. « Ok, très bien, mais je ne sais pas grand-chose. Mon père m'a envoyé te trouver. Nous cherchons depuis un certain temps une fille de ton âge. Je devais te surveiller quelque temps et lui faire ensuite mon rapport, comme toujours. Je n'étais pas censé te parler. » Il fit la moue. Il n'avait pas l'air très fier de la façon dont il s'était acquitté de sa mission. « Mais je n'arrivais pas à te cerner, ajouta-t-il. Ton cas ne fait pas sens. »« Pardon? Tu es différente de ce à quoi je m'attendais. Tes yeux en particulier. »
C'est-à-dire... Elle effleura ses paupières, soudain gênées. Nous avons tous les yeux bleus. Comme les tiens sont bruns, j'ai cru qu'on s'était encore trompé. Mais en fait, c'est bien toi. Il lui sembla qu'il la regardait avec admiration. Tu es vraiment des nôtres, conclut-il. Elle s'arrêta net et leva les 2 mains devant elle comme une barrière entre eux. Oh là, minute! Comment ça, des nôtres? Il fronça les sourcils en remarquant un groupe de touristes à portée de voix. Il préféra attirer Sophie dans un coin désert du parking et s'accroupit derrière un minivan vert foncé. Ok, ce n'est pas facile à dire, alors je vais être direct. Nous ne sommes pas humains, Sophie. Elle sursauta. L'espace d'une seconde, les mots lui manquèrent, puis un rire hystérique lui échappa. Pas humain, répéta-t-elle, dubitative. Ben voyons. Elle fit mine de quitter le parking, bien décidée à le planter là. Où vas-tu? s'étonna Fitz. Tu es un grand malade, et moi aussi pour t'avoir fait confiance. Elle entreprit de s'éloigner à grands pas. C'est pourtant la vérité, lança-t-il. Réfléchis une minute. Elle n'avait aucune envie de poursuivre cette conversation, mais le ton implorant de Fitz la poussa à faire volte-face. Est-ce que les gens normaux peuvent faire ça? Demanda-t-il. Il ferma les yeux et disparut. L'espace d'une seconde, pas plus, mais le mal était fait. Ébranlé par cette succession d'événements étranges, suffit de s'appuyer contre la voiture la plus proche. Le monde se remit à tournoyer autour d'elle. Elle inspira à fond pour s'éclaircir les idées. Toi, peut-être, mais moi, j'en suis incapable, protesta-t-elle. Qui sait ce que tu peux faire, Sophie, pour peu que tu le veuilles vraiment? Rappelle-toi le lampadaire tout à l'heure. Il semblait si sûr de lui, et des faits tangibles venaient étayer ses affirmations. Mais comment était-ce possible? Et s'il n'était pas humaine, qu'était-elle?